Alors, bonsoir, je laisse peut-être s'installer les 2-3 derniers retardataires. On fait salle comble ce soir. Je vous souhaite la bienvenue pour notre deuxième séance du cycle de conférence sur la conscience sous contrôle. Je vous rappelle, mais vous avez sans doute eu toutes les informations, mais pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, qu'il s'agit d'un cycle de conférences co-organisé par l'Institut de psychologie et par l'Institut des humanités en médecine. Ce cycle de conférences fonctionne avec le Musée de la Main et l'exposition sur la conscience que vous avez sans doute déjà vue, mais si ce n'est pas le cas, je vous engage à la visiter, mais également avec une exposition plus petite qui est dans les murs de l'Institut des humanités en médecine et qui porte sur ce thème plus particulier de la conscience sous contrôle, dans laquelle exposition vous pouvez retrouver un certain nombre de textes et de choses qui vous seront présentés aujourd'hui. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter, donc nous avons deux invités ce soir pour une conférence double, c'est le principe de cycle de conférence avec un ou une historienne et un ou une psychologue, et puis des conférences plénières. Et donc ce soir nous avons une partie double avec en première partie, je vous présente Thibaut Trochu qui nous vient de Paris, du centre Alexandre Coellet, qui est historien des sciences et ex-philosophe repenti, sur son terme. Voilà, qui a notamment beaucoup travaillé, il a consacré sa thèse à William James et au phénomène, je dirais, de merveilleux psychique dont il va parler en partie ce soir. Et je laisse la parole à Rémi Amourou qui co-organise ce cycle de conférences qui va vous présenter Christine Moore. Merci Aude, donc bienvenue, ravi qu'il y ait du monde. Et pour poursuivre la conférence, on va commencer par le docteur Thibaut Trochu. On aura la joie d'entendre la professeure Christine Moore, qui est une spécialiste de psychologie cognitive, mais qui va nous parler d'une thématique qui va être tout à fait en lien avec ce que vous allez voir avec Thibaut Trochu, puisqu'on va parler de finalement comment les psychologues aujourd'hui s'intéressent toujours à des questions que les psychologues du début ou de la fin du 19e siècle, au début du 20e, appelaient le merveilleux psychique, à savoir ce qu'on peut appeler le paranormal, ou les croyances magiques, ou les phénomènes étranges. Mais du point de vue de la psychologie cognitive, ça se traduit par de différentes manières, notamment quels sont les déterminants psychologiques, cognitifs, comment ça se passe et quelles questions se posent. C'est ce qu'on va voir avec la professeure Christine Moore, qui sera accompagnée des doctorants, post-doctorants, doctorants, Lise et Corentin, qui interviendront de différentes manières, ce qui fait que cette conférence s'annonce à la fois intellectuelle et ludique, comme on l'espère. Vous verrez ça vous-même, vous pourrez juger sur pièce. Bonsoir à tous. Ça va marcher. Sans attendre, je vais commencer et je vais en profiter pour faire une petite. Je suis très heureux d'être là, de venir en Suisse, invité par Aude et Rémi. Petite anecdote, Aude me dit viens, on fait une expo, etc. Mais par contre, il ne faut pas que ce soit trop universitaire, il faut que ce soit ludique. C'est une proposition qui ne se refuse pas. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot lui-même ludique a été créé en Suisse, à Genève, par un psychologue que je vais vous présenter rapidement, qui est ce monsieur, qui est Théodore Flournoy, qui est le premier détenteur de la chaire de psychologie expérimentale à Genève, à l'université de Genève, qui est une des premières chaires au monde. Alors, ce monsieur très sérieux, donc là je vous ai trouvé un portrait de jeunesse, parce que mes amis historiennes parisiennes me disent mais Flournoy n'est pas beau. Donc, je fais la cible, il a une belle moustache, bien dans son temps. Ce qui est intéressant avec ce monsieur, c'est qu'on a une image très réglée, très normative de la psychologie de laboratoire, d'origine allemande, avec des mesures de seuil sensoriel. Ce qui lui est arrivé, alors il fait partie de la grande bourgeoisie genevoise, patricienne, de personnes extrêmement cultivées. Il fait ses études en Allemagne, et il crée un laboratoire de psychologie extrêmement sérieux. Sauf qu'il arrive un incendie. Donc les locaux de l'université à Genève brûlent
Et il y a une lettre assez saisissante où il écrit à son correspondant américain, son compagnon, il fait merveilleux, je me suis enfin débarrassé de cette plaie de laboratoire, je vais pouvoir m'intéresser à des sujets qui m'intéressent plus, qui sont les aliénés, les enfants et les médiums spirites. Alors, derrière cette anecdote, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs programmes de recherche. La psychologie, en fait, couvre à cette époque, donc la fin du 19e siècle, excusez-moi, j'ai oublié de situer mon propos, couvre beaucoup de sujets d'études. Alors, ce qui va arriver à ce monsieur très discret, très cultivé, qui était vraiment une figure à Genève, c'est qu'il va écrire un livre qui aujourd'hui n'est plus connu, j'imagine que quand même certains d'entre vous dans le public le connaissent, et qui va être un retentissement mondial. Il y a Nicolas Bouvier, genevois, écrit, c'est un des livres les plus lus au monde, écrit par un genevois après les Confessions de Jean-Jacques Rousseau. Et donc ce livre, c'est celui-ci. Et donc il a un nom un petit peu étrange, que je vous laisse découvrir, donc publié en 1900, qui s'appelle « Des Indes à la planète Mars ». Je ne sais pas si vous voyez le sous-titre. Le sous-titre, je vous le dis si c'est pas très clair, c'est « Étude sur un cas de somnambulisme avec glossolalie ». Donc là, on voit déjà le savant qui est... Donc je voudrais assez rapidement, parce que vous présenter les conclusions de ce livre, la façon, pourquoi il a été important pour les acteurs de l'époque, pourquoi il a surpris les savants et aussi le public, les publics assez divers, et aussi finir par un document assez intéressant pour donner un peu plus de légèreté à ce propos d'historien, qui est une chanson que j'ai retrouvée, parce que ça a créé une grande littérature, les gens en ont parlé dans le journal de Genève, même dans le New York Times, il a eu un portrait, enfin, il y a toute une réception de ce livre. Et c'est une chanson composée par des étudiants de l'Université de Genève, qui est en fait une chanson satirique ou parodique, qui parle des conclusions de ce livre. Et comme vous allez voir, c'est en fait la surprise devant la notion d'un subconscient. Alors, pour aller rapidement, qu'est-ce qui se passe Florent, c'est vraiment formé aux sciences, etc. Il veut vraiment se retrouver. Ce qui l'intéresse, il le dit, il appelle ça du supranormal. Et il le dit à dessein dans son livre, il nous dit j'aimerais bien, en tant qu'homme de science, me retrouver une fois pour toutes, une bonne fois pour toutes, face à un phénomène qui qui brise les cadres établis de la science. Et donc, comme tout savant, il a envie de remettre en cause un certain nombre de choses établies. Et donc, comme beaucoup de savants, il va s'intéresser au spiritisme. Non pas parce qu'il est croyant ou il se dit qu'il va pouvoir apporter. Il y va sans préjugés. Et une fois que son laboratoire a brûlé, il entend parler via son réseau genevois d'une médium, d'une jeune femme qui est d'un milieu beaucoup moins patricien que le sien. C'est une jeune femme d'un milieu populaire qui offrirait des séances dans lesquelles on aurait des phénomènes paranormaux. Alors, des bruits d'accordéon, des fleurs qui arrivent sur le guéridon, des voix, des visions, une gamme assez extraordinaire de phénomènes. Et donc, interpellé par ce sujet qui est le sujet d'élite, il va l'inviter chez lui, mais ils ne sont pas face à face, il y a toujours un groupe, il y a une socialité qui est importante dans ce phénomène, et elle va présenter, et finalement il va l'étudier pendant 5 ans. Pendant 5 ans, il va y avoir des séances hebdomadaires, quasi hebdomadaires, avec cette dame. Il va se passer une myriade de phénomènes. Et le livre que je vous ai montré ici, c'est le fruit de ces 5 ans d'études. Alors, ça, c'est une autre photo, justement, de ce sujet d'élite, qui s'appelle, donc c'est un pseudonyme, on l'appelle Helen Smith. Elle est connue aussi chez les historiens de l'art, parce que, on pourra en revenir s'il y a des questions, je vais aller plus vite. Alors, que se passe-t-il? En fait, pour aller vite, pour aller plus vite, dans ces séances, ce médium spirit va faire en sorte, elle va prétendre qu'elle est la réincarnation d'un certain nombre de personnages, dans 3 époques différentes.
Flournoy appellera ça des romans. Mais bon, elle parle du temps de la Révolution française, et donc elle est une réincarnation de la reine Marie-Antoinette d'Autriche, reine de France, avec tout le milieu révolutionnaire du point de vue royaliste. Une autre séquence, c'est qu'elle va aussi prétendre être une princesse hindoue du XVe siècle, qui notamment peut parler sanskrit. Alors elle décrit, ça va avec des visions, des hallucinations. Voilà. On a la France du XVIIIe siècle, l'Europe du XVIIIe siècle, l'Inde, et puis un troisième roman qui là sera un roman astronomique, auquel je vais parler un petit peu plus tard. Alors là, donc il y a des séances spirites avec ses savants, mais il y a tout un milieu qui se passe autour de lui. Il y a les linguistes, il y a des gens de l'université de Genève, il y a des médecins, c'est vraiment... Et on écoute cette dame avec nos cols amidonnés, très sérieux. Donc il y a aussi un rapport au savoir sérieux et à la distance, à l'ironie aussi qu'on peut avoir devant ces phénomènes. Quand bien même, ils prennent les dires de cette femme au sérieux. Or, une des premières énigmes, là ça rejoindra peut-être ce que dira l'un des intérêts de Christine, c'est qu'il y a aussi un phénomène d'écriture automatique. Elle écrit des lettres, alors elle écrit dans un ancien français, elle prétend Marie-Antoinette. Et on se rend compte que dans ces écrits, il y a aussi des caractères sanscrits, ou sanscritoïdes. Donc, alors là, on est surpris et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, etc. Or, il s'avère que le voisin dans le couloir à l'université de Genève de Théodore Flournoy, c'est Ferdinand de Saussure. Super, on a le meilleur spécialiste européen des langues indo-européennes et du sanskrit en particulier. Et donc, il convie Ferdinand de Saussure, qui est par ailleurs un de ses cousins, ça c'est l'histoire genevoise. Et donc il convie à ces séances et il dit bah, écoutez Ferdinand, je vous ai mis une photo là, de son auguste prestance, et il dit qu'est-ce que c'est, d'où ça peut venir, etc. Et c'est lui qui repère un certain nombre de... Alors là c'est les caractères sanscrits authentiques qui ont été extraits d'un certain nombre de lettres écrites en français mais dans lesquelles apparaît de manière dite automatique ces caractères-là. Ce qui se passe, c'est qu'elle chante aussi le sanskrit. Sauf que Flournoy lui dit, écoutez, il y a des apparences de sanskrit, mais c'est un langage sanscritoïde. C'est-à-dire que c'est un peu comme si on faisait du faux latin. Je vous parlerai, alors, un pastiche latin, je ne vais pas vous le faire, mais... donc il y a des éléments assez surprenants, parce que cette femme qui n'a pas fait d'études, qui est vendeuse dans un magasin, n'est pas censée avoir accès à ne serait-ce qu'un manuel ou une grammaire de sanskrit, et tout cela est maquillé dans un langage presque onomatopone. Alors, ça fait partie de... Il conduit son enquête psychologique, il continue, et puis cette femme est toujours invitée aux séances, et devant l'admiration de ses savants, parce qu'il y a toute une phénoménologie, il y a aussi un rapport analytique, mais ça c'est une autre question, elle va se mettre à écrire un troisième cycle, un troisième roman, et là c'est du Martien. Et donc là, c'est les extraits authentiques de ce qu'elle écrit. Et donc, c'est dans des grandes visions rouges. Alors, vous savez qu'à l'époque, la fin du XIXe siècle, il y a l'astronome italien Schiaparelli, avec le raffinement de l'optique, on commence à voir des canaux sur la planète Mars. Et donc, on se dit qu'il y a de l'eau, etc. Donc, il y a des spéculations populaires qui pensent peut-être que la planète Mars est habitée. D'ailleurs, un fantasme qui encore très présent dans la science-fiction actuelle. Et donc, ce qui est particulièrement étrange, c'est que ce médium se met à écrire une langue. Or, on se rend compte que c'est un alphabet extrêmement structuré, qui est toujours le même, et qui peut être reporté point à point avec l'alphabet français. Alors, voilà l'état de l'énigme, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la résolution dans le livre, je vous encourage à le lire, parce que là je ne fais qu'effleurer la résolution psychologique de ces phénomènes, mais l'hypothèse générale de Flournoy, c'est que d'une part, il y a un état de transe qui prend tout à fait au sérieux, c'est-à-dire que ce n'est pas une simulation. Il y a, et lui est médecin, il considère que d'après des signes physiologiques, de motilité, des tests de sensorialité, dans la séance de spiritisme, il y a une forme d'auto-hypnose, il utilise le terme, c'est pour ça que je me permets de l'utiliser aussi, dans lequel elle passe dans un état second,
qui lui permet, et donc le seuil de la conscience change de niveau, et ça lui permet d'agir différemment. Par exemple, de ne plus voir les personnes dans la salle, d'avoir un état de conscience éveillé, de rêve réveillé, etc. Et selon lui, cet état lui permet d'accéder à une couche archaïque, qui est la couche de l'enfance. Et qui est, en fait, il explique que la personnalité générale, enfin, cette personnalité-là, comment dire, elle, en fait, mais chez chacun de nous également, il y a une autre entité. Il n'y a pas que le conscient, il n'y a pas que l'homme intérieur introspectif, il y a un subconscient. Donc, il n'utilise pas le mot d'inconscient de Freud, parce que Freud n'a pas encore constitué son système. Il utilise le mot de subliminal. Donc subliminal, elle va être sous le seuil de la conscience. Donc sous le seuil de la conscience éveillée, il resterait du domaine du psychique, avec des facultés mnésiques, des facultés imaginatives, et un lien avec la sphère des émotions et la sphère sexuelle en particulier. Les émotions de la pudeur, c'est le mot qu'il utilise. Et donc, pour prendre l'exemple, alors, rapidement pour l'exemple du sanskrit, ce serait qu'elle aurait eu, il fait l'hypothèse qu'elle aurait eu accès à un manuel, même dans son jeune âge, qu'elle ait pu regarder un certain nombre de caractères, et que son subconscient aurait imprimé comme une photographie, et qu'à la faveur de ces états de transe et de cette exaltation dans la séance spirite, elle serait capable de restituer un certain nombre de photographies mnésiques qui sont apparues. Tout ça est beaucoup plus étayé dans le livre. Là, je vous donne les premiers. Alors, pour ce qui concerne le martien, ce serait une régression extrêmement importante à une couche infantile de la personnalité qui, comme un enfant, essaierait de faire croire devant ses savants qu'il est capable d'inventer une langue de toutes pièces. Or, Flournoy, en étudiant de manière la syntaxe, les caractères, prouve que cet alphabet martien, quand bien même il est extrêmement régulier, à chaque fois il est utilisé, n'est qu'un travestissement, c'est son mot, un travestissement enfantin de l'alphabet français. Donc elle est dans un état, justement, c'est pour ça qu'il invente le mot de ludique, c'est-à-dire que dans la transe, on est dans un espèce, c'est pas vraiment l'état de rêve, c'est quelque chose d'encore plus actif, parce qu'il y a aussi le corps qui bouge, etc. Donc c'est encore un autre état de conscience. Le martien serait un état infantile de la personnalité. Donc, et alors j'imagine que ça vous pose beaucoup de questions, mais pour lui, cette médium spirit, c'est comme une tératologie, presque un monstre de l'ordre psychologique, qui nous apprend des choses sur la personnalité normale de tout un chacun. Et donc, il en déduit que l'entité, le subliminal, il appelle ça le moi subliminal ou le subconscient, existe chez tout un chacun, et qu'elle nous gouverne, et que c'est tout à fait important de prendre en considération si on veut comprendre le développement de la personnalité, si on veut comprendre les enfants, si on veut comprendre les malades mentaux, etc. Donc, par une enquête qu'on peut considérer comme assez marginale ou assez ludique, il en vient à des conclusions extrêmement importantes du point de vue des résultats psychologiques et de l'état de la science psychologique à la date, donc en 1900. Et donc c'est pour ça que ce livre sera extrêmement commenté. Je vous ai dit à New York, dans les revues médicales allemandes, en France, il y aura vraiment, il y a toute une réception aussi de ce livre qui est intéressante. Alors pour, peut-être il y a des questions, on pourra rapidement, je vais laisser Christine parler. Il me semblait assez intéressant de terminer sur un document qui témoigne de la surprise aussi du public, et là en l'occurrence les étudiants de Genève, devant ces conclusions. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un moi second, d'une personnalité seconde, d'un inconscient c'est une révolution c'est une rupture dans l'état de la science, puisque on voit bien que pour lui l'homme intérieur, le côté intuitif de l'introspection est mis à mal par ce cas clinique, ce cas. Donc c'est une petite chanson. Alors malheureusement, je connais l'air, c'est sur mais
J'ai pas pu enregistrer au piano parce que j'avais pas eu le temps, mais je vais quand même essayer de vous la chanter, ou moins faire de la prose. Donc pour l'anecdote, c'était dans un journal satirique Genève qui s'appelait Le Papillon, qui est d'ailleurs j'ai vu un exemplaire, c'est de très belle facture, c'est vraiment art nouveau, il y a beaucoup d'humour, beaucoup d'esprit. Moi ça m'intéresserait de connaître. Et donc les étudiants ont fait cette petite chanson qui, à mon avis, saisit et permet bien de comprendre la surprise. Il nous dit: l'hypothèse de M. Flournoy, donc c'est le subliminal, me trouble et me rend perplexe. L'homme aurait un second moi de nature fort complexe. Au moi naturel, ce moi sous-jacent damnerait le pieux. Et c'est renversant. Se travestirait, changerait de sexe. Certes, pour un moi, ce n'est pas banal. Cet original a reçu le nom de subliminal. Alors, juste petit détail, pourquoi changer de sexe? C'est quand même très important, c'est que et là, je n'ai pas assez développé ce point-là, mais c'est rapide, c'est que dans les séances spirites, au-delà de Marie-Antoinette, de la princesse hindoue ou des visions martiennes, il y a toujours un personnage au premier plan qui s'appelle Léopold, et elle prend une voix masculine et fait comme si elle était dissociée entre deux personnalités, et en fait cette voix masculine est en fait celui qui dirige les séances. Donc elle fait, c'est un peu le miroir de ce médium. Donc, deuxième strophe, il y en a 5, mais j'en ai trouvé que 2. Ce moi, sous un nom d'emprunt, sur l'autre moi, toujours veille. On comprend bien. Il vient en temps opportun, il moralise, il conseille. Parce qu'il faut dire que ce fameux Léopold, il lui dit quand ses règles vont arriver, il lui dit des conseils médicaux pour l'assistance, il rend des super pouvoirs, y compris médicaux. C'est une de ses facettes. Il moralise, il conseille, pour guérir les maux, il a des secrets. Tel était Blafard, donc bientôt après, la peau redevient rose et vermeille. Sans soins médicaux du moi principal, quel original que le prétendu moi subliminal. Et donc, j'aurais bien aimé avoir les mêmes strophes, mais je trouve que ce document montre bien comment ces savoirs psychologiques, à la fois sont pris au sérieux, mis à distance, et voilà, ça me semblait un document témoin de cette... sur ce, je vais passer la parole à Christine. Ouais, je vais peut-être même bouger. Allez, alors, bonjour et merci d'être tous là pour nous écouter. C'est ce qu'on a raconté autour de un peu psychisme. Côté histoire et côté plutôt recherche d'aujourd'hui. Alors moi actuellement on fait en équipe des études sur les tours de magie, on travaille avec des magiciens et avec pas seulement l'introduction du mot ludique mais en fait aussi de faire quelque chose ludique. C'était l'instruction qu'on a obtenue de Rémi et Aude. On a dit, ok, je peux faire des présentations scientifiques qui pourraient être aussi assez peu intéressantes. Alors, ce matin, on a encore fait un peu un brainstorm, on s'est mis ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire qui est ludique? Et maintenant, on était tellement créatifs que peut-être on va prendre un peu plus de temps que prévu, parce qu'on a encore ajouté d'autres choses, parce que très spontanément, on a demandé Sac de nous joindre, il fait du mentalisme. Et en fait, on a eu une intervention, ça fait 2 semaines maintenant avec Sac, et que c'était tellement agréable qu'on a dit on va profiter de ça. Alors, il est aussi très spontanément maintenant sauté dans l'opportunité. Et on va voir qu'est-ce que ça donne assez spontanément. Alors, je vais commencer et après on va un peu essayer de faire plus vivante et peut-être plus rigolant, comme on fait la science dans le laboratoire ici en face de vous. Alors, je vais commencer par parler des croyances et aussi le titre de la série c'est Conscience sous contrôle. Alors on s'est demandé aussi, ok, conscience sous contrôle. Comment faire ça, que ça s'adapte aussi au sujet.
Et clairement, on peut avoir des croyances sur plusieurs choses, mais est-ce qu'on est arrivé à ces croyances par hasard? Est-ce qu'ils étaient justement là? Ou est-ce qu'en plus, ils étaient aussi influencés par l'autrui ou notre entourage? Et c'est juste, comme psychologue, comme sociologue, comme historien, quand même, les croyances font partie beaucoup aussi de notre existence. On peut mal s'imaginer un être humain qui ne croit pas à quelque chose. Et c'est juste si on prend justement pour montrer que j'aime bien aussi le Larousse, alors comme étant pas francophone, je vais régulièrement là-bas. Et si je regarde le Larousse, alors il y a des définitions fait de croire à l'existence de quelqu'un ou de quelque chose, à la vérité d'une doctrine, d'une thèse, la croyance en Dieu, au fantôme, alors là on est plus avec le psychisme, mais aussi ça peut être des convictions politiques, ça peut être des traitements de santé, et là aussi ils disent ce qu'on croit, opinion professée en matière religieuse, philosophique, politique, respecter toutes les croyances. Normalement, à ce moment-là, certains étudiants trouvent que je fais des fautes et il y a un peu quelques personnes qui rigolent un peu par rapport à ma prononciation. Je pense que ça allait, pas des gens qui rigolent. Alors ça va. Et pour être là clair aussi, quand on parle des croyances, souvent on arrive assez vite à penser des croyances religieuses. Nos religions qui sont plus ancrées dans notre culture. Mais ce n'est pas seulement ces croyances-là qui sont importantes. On peut très bien aussi s'imaginer l'importance de la croyance dans le domaine, par exemple, du psychisme qu'on a entendu de Thibaut. Alors, qu'on croit que d'une façon ou d'une autre, de lire la main, par exemple, on avoir accès à son destin. On peut s'imaginer aussi les sessions où les gens se mettent ensemble pour prendre contact avec, par exemple, les morts, où on va peut-être aussi bouger la table ensemble. Mais aussi quelque chose assez bien connu ici pour cette région, les guérisseurs, qui gardent aussi les secrets de Mbagaligeni, qu'on a aussi parlé maintenant plusieurs fois, que c'est clairement aussi, si on appelle aux guérisseurs, si on a des brûlures ou pas, alors il y a aussi un peu la croyance derrière, est-ce qu'on en croit ou est-ce qu'on n'en croit pas. Et c'est quand même assez quelque chose qu'on a appris spécifique à la région du Jura et aussi de la Romandie. Mais je ne voudrais pas aussi hésiter de parler aussi de l'homéopathie où strictement scientifiquement on pourrait dire que alors ces petites pilules n'ont pas vraiment un impact ou une implication plus que on pourrait déjà attendre avec un placebo, mais je vais venir là-dessus. Alors tout là, on pourrait dire, et autre exemple, que les croyances jouent quand même un rôle important. Alors, si on dit, mais d'où viennent ces croyances, et c'est là où on a un certain intérêt, d'un autre côté, nous, dans notre équipe, alors est-ce qu'ils sont justement là, mais quelque part c'est associé aussi au fonctionnement psychologique de l'individu, c'est pas justement qu'on est là et voilà, on a justement ces croyances, parce que aussi, pas chaque personne croit aux choses de la même façon. N'importe que je prendrai maintenant vous et je commencerai de discuter de la religion, de l'utilisation de l'homéopathie. Est-ce que vous avez déjà pris contact avec un médium, peut-être un guérisseur? Je trouverai beaucoup d'opinions différentes dans cette salle. Chacun a quelque part aussi ses propres croyances par rapport à ça. En psycho, on a toujours un peu un visage, si on parle des pensées magiques et des croyances comme ça, dans le développement des cognitions ou des fonctions haut niveau chez l'être humain. Désolé, c'est Genevois, ce n'est pas les Lausannois, mais quand même, c'est notre lac. Alors, c'est Jean Piaget, et bien connu, c'est vraiment quelqu'un de super important pour nous en psychologie.
Et lui, il a étudié les développements systémiques de l'enfant. Et il a présenté 4 stades. Et le stade que ici je mets en rouge, c'est le plus important, c'est le stade préopératoire où on dit que dans environ entre 2 et 7 ans de la vie des enfants, eux, ils ont tendance d'expliquer ce qui se passe autour de eux en fonction des pensées magiques, alors que le soleil est vivant, ou que les pierres sont vivantes, ou que le soleil suit une personne, alors il y a une intention derrière. Maintenant, c'est important. Dans son modèle en plus, étape 3 et étape 4, je ne vais pas aller trop dans les détails, c'est qu'à ce moment-là, on commence de penser plus rationnel et ces pensées magiques vont disparaître. Mais est-ce que c'est vrai? Alors, on peut ici un peu se moquer des Américains, c'est toujours agréable de le faire. Alors, il y a là plein de personnes, environ 90%, 3 ou 4 Américains croient au paranormal. Alors, est-ce que c'est une enquête par Gallup? Et que Bill Bryson, qui a à l'époque américain, qui connaît ce livre-là, Notes from Small Island. Et j'ai obtenu ça quand je suis allée en Angleterre parce qu'ils ont trouvé dans ce bouquin-là, on peut apprendre qu'est-ce que ça voudrait dire l'âme anglais. Il est américain et il a entendu que presque tout le monde en Amérique croit qu'il y a des aliens. Et il a décidé, je dois rentrer maintenant vite dans mon pays pour aider les compatriotes pour les sauver de la fausse croyance. En tout cas, c'est pas meilleur en Suisse. Alors, il y a aussi une étude qui a été publiée en 2014 qui dit que 90%, alors ils ont fait une enquête, quand même pas de tout le monde en Suisse, mais un échantillon de 1580 personnes. Et eux, ils confirment qu'ils ont vécu quelque chose de paranormal ou une expérience surnaturelle. Alors, c'est pas meilleur que les Anglais, les Américains. Mais si je reviens sur cette description de Piaget que normalement on devrait être un être rationnel, ça ne joue pas vraiment avec l'observation que là on est censé être très magique et croire au psychisme, qu'après quand même on voit ici il y a encore beaucoup des adultes qui croient dans la magie, dans le paranormal, qui sont des croyances magiques. Alors c'est tout un peu, d'un côté on a de la recherche là sur l'enfant, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe entre enfants et adultes, et dans les adultes maintenant on a pas mal des études, mais les études là-dessus, on parle là des corrélations. Alors on a quelque part, on demande avec des questionnaires auto-rapportés, on donne aux gens, on dit est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'il y a les morts? Est-ce que vous avez déjà pensé que les arrangements, quelque part, ont une certaine signification? Après, on mesure. Ah, ok, cette personne croit beaucoup dans leur magie, l'autre, pas du tout. Alors, on pourrait s'imaginer que c'est montré comme ça. Et après, on fait une deuxième mesure. Alors, on pourrait regarder de quelle façon ils croient à la chance, ou on fait des expériences dans le laboratoire, ou on peut s'imaginer beaucoup de choses. Alors, je m'ai amusée pendant mon doctorat et aussi après de faire beaucoup de choses, mais ce que ça donne, c'est toujours ces relations corrélatives. Alors, plus qu'une chose, plus une autre chose. Plus une chose, moins une autre chose. Le problème, c'est que ça ne donne aucune indication par rapport de la direction d'une causalité. Est-ce que les croyances amènent à une deuxième mesure, si c'est autre croyance ou si c'est quoi que ce soit, ou est-ce que ce sont les pensées qui amènent à de certaines croyances? Maintenant, vous pourrez dire, ah, ces gens à l'université, ils s'intéressent vraiment à des choses, mais finalement, pourquoi? Pourquoi on pourrait dire qu'on s'intéresse si plus de pensées magiques sont associées avec une autre chose? Alors on a vraiment peut-être un peu trop de temps, mais j'essaie quand même de vous dire pourquoi je pense que c'est important. C'est parce que
nous, on ne sait pas quelle est la causalité, quelle est la direction. Une chose amène à une autre. Mais on sait que les croyances ont aussi des conséquences par rapport du comportement de l'être humain. Et là, je parle par exemple de la compassion. On dit par exemple dans le domaine de la religion que les gens qui sont plus religieuses sont aussi plus prosociales. Il y a aussi l'observation qu'on a trop d'extrémisme chez les gens, quand il y a trop de croyances sur quelque chose, ils ont aussi la tendance d'entrer en acte, par exemple, d'agression. On le voit sur le niveau politique, dans le grand, dans le petit. Santé, c'est la chose ludique après, alors je ne parle pas trop de ça, mais aussi de la manipulation. Alors tout ce qu'on fait avec les enfants, avec les adolescents, avec l'éducation, en fonction de ce qu'on croit, on va avoir peut-être aussi une suggestibilité à certaines informations. Pour nous, si on est concerné avec ça, d'un côté bien, d'un côté moins bien, c'est quand même intéressant de savoir si plutôt les croyances amènent à certaines pensées ou si que certaines pensées plutôt vont amener à des croyances. Et maintenant, bientôt, on arrive à la côté ludique. Mais je vais encore, maintenant, j'ai besoin de ça. Alors, si je dis ça, c'est amusant, c'est bien de faire. On fait beaucoup en psychologie, alors voilà, on corrèle les choses ensemble. Mais ça ne nous donne aucune indication de la causalité de quelque chose. Alors, je donne, qu'on a pensé ce matin avec Lise, quel serait un bon exemple. Et un, c'est, voilà, le plus grand les gens sont, le plus âgés. Voilà, c'est quelque part, c'est juste, on va observer ça. Le plus, si on prend les enfants, ils sont plus petits. Quand, voilà, les gens sont plus âgés, ou peut-être après, ça fait de nouveau une chute, mais on pourrait dire aussi une autre chose. Voilà, le plus grand les gens, le moins longs sont les cheveux. Parce que quand même encore, les femmes sont plus petites, alors là, il y a plus de cheveux longs. Et quelque part, ça fait aussi des corrélations, mais il y a une autre variable qui est importante là-dedans, qui est par exemple le genre des personnes. Ces corrélations ne vont rien nous dire par rapport de la causalité. C'est pour ça, pour nous, dans notre domaine de la psychologie cognitive, dans laquelle nous nous positionnons, c'est de travailler avec des méthodes scientifiques. Alors, on essaye d'aller dans le laboratoire, de faire des expériences, et on aime d'avoir des manipulations où on dit, on fait quelque chose quelque part ici, et on mesure quelque chose avant et après. Et pour ça, ça nous aide un peu plus de savoir quelle est la causalité en fait entre deux choses ou une intervention. On peut s'imaginer une intervention à l'école. On pourrait s'imaginer une intervention chez le médecin. On voudrait toujours savoir, mais est-ce que c'est vraiment l'intervention qui est à la cause d'un changement? Et pour ça, on pourrait dire, ok, maintenant, de couper l'idée de la corrélation entre pensée ou les croyances, le plus qu'on a des croyances, le plus on a autre chose, on est arrivé de dire, ah, on adore vraiment les tours de magie. Les magiciens sont ludiques, ils sont intéressants, ça fait des personnages intéressants, et en tout cas, normalement, les gens ont plaisir avec. Et eux aussi, ils ont la capacité de quelque part faire l'impossible possible. On voit des choses qu'on dirait normalement, c'est pas possible. Et clairement, ils font aussi, si on pense le mentalisme, que quelqu'un va vous dire ce que vous avez justement fait, ce que vous allez faire plus tard, ça veut dire quelque part cette idée que quelqu'un sait ce que vous êtes en train de penser. Alors, on a dit, on va travailler justement avec les magiciens et on va dire, voilà, on va mesurer quelque chose avant. Une groupe de personnes vont avoir d'expérience de la magie, de quelque chose d'impossible. Les autres ont une autre exposition. Et après, on mesure de nouveau comment ça a influencé la pensée ou aussi les croyances des gens. Les gens, pour ça, on a un peu plus une indication de comprendre
qu'elle a comme causalité entre deux variables. Et pour vous faire ça un peu plus véridique, comment vraiment ça se passe dans le laboratoire, on a Alice qui fait justement son travail de docteur sur ce sujet-là et qui a fait déjà pas mal des études. Et moi, je suis là pour donner des avis, mais finalement, c'est elle qui a fait ces études que j'ai trouvé plus sympa si elle aussi va les présenter. Alors, je lui laisse maintenant introduire un peu comment on fait ça, évidemment un peu plus structuré dans le laboratoire, mais des expériences qu'on a fait récemment, pas mal, avec l'aide aussi de Saxe, mais je te laisse. Alors, du coup, là, il faut vraiment s'imaginer dans un contexte d'expérience, ok? Là, on va faire l'expérience tous ensemble, vraiment. Du coup, je vais vous lire une introduction à l'expérience dont on s'est aussi servi pour celle vraiment qu'on a faite. Donc, je vous lis exactement la même. On l'a fait en Angleterre et on l'a aussi faite à l'université. Alors, comme vous allez le découvrir, l'unité de psychologie anomalistique à l'université de Goldsmith, donc qui est à Londres, porte un intérêt tout particulier sur l'étude des capacités psychiques des médiums. Au fil des années, nous avons conduit de nombreuses expériences pour tester si les affirmations des médiums étaient toujours valides, en les examinant de manière approfondie. Alors que la plupart des participants testés jusqu'à présent ont échoué à ces tests, nous avons eu la chance de trouver une personne qui a passé avec succès la majorité de nos tests préliminaires. 8 sur 10. Son nom est Zach. Et même si elle n'était pas parfaite, sa performance n'était pas due au hasard. Zach nous a communiqué qu'il avait préparé une présentation de ses capacités psychiques, donc de médium, et nous a demandé s'il était possible de vous la présenter afin de récolter votre opinion et vos réactions. Et j'ai tout de suite pensé, donc moi en tant qu'expérimentatrice, j'ai tout de suite pensé que cela pourrait être très intéressant et j'ai donc accepté sa proposition. Ça, c'est l'instruction générale que tous les participants reçoivent en début d'expérience. Voilà, on arrive, vous allez participer, vous allez après ça remplir un consentement pour voir si vous acceptez de participer officiellement à l'expérience ou pas. Et ensuite, on a assigné les personnes à 2 groupes, mais ça, elle ne le savait pas, c'était secret. Donc là, on imagine, on coupe la salle en 2. Vous êtes sourd, muet, voilà, vous n'avez aucune idée de ce que je vais dire à ces personnes-là. Et je vais vous donner une information supplémentaire, qui est que certains magiciens peuvent reproduire exactement ce que les médiums prétendent faire en utilisant des tours de magie ou des manipulations ordinaires. En réalité, Zach n'est pas un vrai médium, mais un magicien, mentaliste, professionnel et membre d'un cercle de magie. Ce que vous allez voir aujourd'hui est une démonstration des talents de mentaliste de Zach. Ça, c'est votre information. Maintenant, de l'autre côté, c'est Zach exerce en tant que médium depuis de nombreuses années. Il est très apprécié par la Société européenne de médiumnité et a étonné de nombreux scientifiques célèbres en démontrant ses capacités de médium dans des conditions étroitement contrôlées. Ce que vous allez voir est une démonstration des capacités psychiques du médium Zach. Et donc une fois que les participants ont reçu ces informations, on leur fait passer des petits tests, des petits questionnaires, et après c'est la démonstration, justement avec chacun les informations que les participants ont. Donc c'est la démonstration. Ok. C'est très petit comme démonstration. Vous aviez des matériels pour la démonstration, vous aviez des sacs de M&M's. Ouais. Je vais avoir un volontaire pour tester un peu les pouvoirs de médium. Ouais, génial, merci. Ah oui, je vous laisse me rejoindre. Ok, votre prénom c'est Julien. Ok, je suis Zach. Alors Julien, j'ai ici une prédiction que je vais poser là devant. Ça, tout le monde peut bien voir qu'on n'y touche plus. Julien, est-ce que je peux te tutoyer? Oui, génial. Est-ce que tu es allergique aux arachides? Négatif. Génial. Alors, je vais te demander d'ouvrir ce paquet de M&M's et de disposer comme ça
6 M&M's, un de chaque couleur, en rang, dans l'ordre que tu veux. C'est sympa. Jusque-là, tout va bien. Après, je sais pas si t'es quelqu'un pour qui faire des choix, c'est facile. Mais il y a quand même 720 façons différentes d'aligner 6 M&M's de couleurs différentes. C'est parce qu'il y a une chance sur 6 pour le premier, une chance sur 5, une chance sur 4. C'est 6 factoriel. C'est petit point d'exclamation. Là, je meuble pendant qu'il fait le choix. Parfait. Alors, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait comme un certain nombre de personnes qui puissent voir. Donc, est-ce qu'on pourrait juste les mettre entre toi et moi, comme ça, perpendiculaire au rang que tu viens de faire. Là, c'est intéressant. Est-ce que tu vas garder le même ordre ou est-ce que tu le changes? Ok, tu modifies l'ordre, pas de souci. Jusque-là, tout va bien. Tu crois? C'est une vraie question. Il me semble comprendre ce que tu dis. Alors, je vais te demander donc pousser 3 dans ma direction. Le moins tu réfléchis, le mieux ça se passe. On peut faire confiance au subconscient. Voilà, les autres, tu peux les manger. Ou les partager avec le public, c'est vraiment toi qui vois. Quelqu'un veut les madame? Et ces 3-là? Ah oui, attends. tu as laissé. Okay. Intéressant, donc il a laissé toutes les couleurs chaudes. Est-ce que c'est volontaire ou pas d'avoir laissé? Hasard. Hasard, bien sûr. Je vais te demander d'en prendre 2 ensuite. Juste simplement, sans réfléchir, d'en prendre 2. Parfait. Et parmi les 2, tu m'en donnes un. Non? Ok, génial. Tu me donnes le vert, c'est ça que. Donc, est-ce que tu peux juste montrer au reste de l'assemblée celui qui reste, celui que tu as épargné? Le bleu. Il y a une raison particulière à ça? Je dirais hasard de nouveau. Le hasard, de nouveau. Alors, Julien, est-ce que je peux juste te demander d'ouvrir l'enveloppe avec la mention prédiction et de lire le message qu'elle contient, s'il te plaît. À haute voix, de façon à ce que tout le monde puisse en profiter. Alors, à haute voix, parce que sinon, là, c'est comme très difficile. Mon sourire en dit non, tous les M&M's seront mangés, sauf le bleu. Voilà, donc on peut l'applaudir, il a fait tout ce qu'il fallait. C'est bon, voilà. Merci, pas de souci. Alors, du coup, là, voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a eu les instructions, les questionnaires, bon, vous avez parlé de ça. Vous avez eu la démonstration. Et après la démonstration, on a demandé aux gens comment ils expliqueraient le talent de Zach. Ils avaient 3 choix. Le premier, c'était est-ce que c'était un magicien? Répondre de 1 à 7. 1, tout à fait d'accord. Pas du tout d'accord. À 7, tout à fait d'accord. 2, est-ce que c'était un vrai médium? Pareil, 1 à 7. Et 3, est-ce que c'était par le biais d'un miracle religieux? Et du coup... Ouais, merci. Alors, là, on vous a mis les résultats, donc les réponses à ces questions qu'on a trouvées pour une étude. Et ils ne veulent pas vous montrer. Ah si, voilà. Je sais pas si vous arrivez à lire du coup. Mais le vert, c'est les gens qui ont noté de 5 à 7 pour dire que la personne avait de vrais dons de médium. C'est exactement 53,2% sur 389 personnes. Et encore, ça c'était vraiment, voilà, donc vraiment assez forte conviction de 5 à 7. Là, j'ai aussi mis ici en violet ceux qui avaient noté à partir de 4 en plus, donc 4 à 5. Donc là, si on fait le total, ça fait 65,2% qui ont noté la personne comme ayant des dons de médium. Ouais. Après, il y avait aussi les personnes qu'on a catégorisées comme les personnes qui étaient un peu dans le déni. Donc c'est typiquement des gens qui ont noté 1, 1, 1 partout. Ok, moi je crois en rien, c'est pas un magicien. Alors que voilà, si on ne croit pas que c'est un vrai médium
logiquement, si on met 1 à la réponse médium, on devrait mettre, pourquoi pas 7 ou 6, en tout cas, si on ne peut pas mettre 7 pour le magicien. Mais non, il y a des gens qui ont décidé que c'était, voilà, du coup on ne sait pas ce que c'est, ils ont mis 1 partout, c'est un peu, voilà, l'esprit de contradiction. Il y a aussi pas mal de gens qui étaient confus, donc ça c'est en beige ici. Donc c'est des gens qui, voilà, qui ne savaient pas, qui ont, voilà, mis 4 par exemple. 4 c'est un peu la réponse du milieu, donc ils étaient un peu confus, ils ne savaient pas, ils admettaient que ça pouvait être soit l'un soit l'autre, mais ils ne se positionnaient pas en fait. Et enfin, du coup pour la première quand même proposition, j'ai pas mis dans le graphique la 3e option, parce qu'il y a vraiment personne qui avait choisi cette option-là. Mais du coup pour le magicien, c'est le petit croissant en bleu, et aussi également là, en rouge. Donc ça fait au total 8,7% qui croyaient que c'était quelqu'un voilà, qui avait utilisé des trucs, un magicien quoi, qui avait appris ses techniques, etc. Donc tout ça pour illustrer que une manipulation comme ça de personnes qui étaient en majorité sceptiques à la base vont pouvoir noter une performance comme étant faite par un vrai médium. Et du coup, vous vous rappelez, vous avez été assigné à des groupes au début. Avec ça, on voulait voir aussi si l'information qu'on avait donnée aux gens au départ allait avoir une influence sur la manière dont ils répondaient. Ça, on ne l'a pas observé parce que la démonstration était tellement forte que du coup, ça a complètement finalement annulé les effets de l'amorçage. Ça s'appelle un amorçage, en fait, les instructions que je vous ai données avant. Donc ça a été complètement annulé. Voilà. Donc ça, c'était la première illustration. Voilà, donc pour rebondir un petit peu sur ce que ma collègue vous a dit juste avant, on a mené en fait aussi en collaboration avec l'université Goldsmith de Londres une autre étude assez similaire à celle dont elle vient de nous parler. L'instruction générale qui a été donnée aux participants était exactement la même, donc ils allaient aussi voir en fait une démonstration d'un médium, mais on a changé un petit peu en fait l'approche, c'est qu'il y avait également 2 groupes, donc on avait aussi scindé si vous voulez bien le public en 2, et le groupe de droite ici donc recevait l'instruction suivante: certains magiciens sont capables de reproduire exactement ce que les médiums traitent de faire, grâce à des ruses habituellement employées sur scène. En réalité, Zach n'est pas un vrai médium, mais un magicien professionnel. Vous êtes sur le point de voir ses capacités d'illusionniste plutôt que de véritable aptitude psychique de médium. Donc voilà, on vous donnait en fait vraiment une information préalable avant la démonstration du médium, et l'autre groupe en fait ne recevait aucune information. Donc il restait vraiment naïf par rapport à la situation. Et là c'est assez intéressant parce que grâce à cette approche-là, voilà. Grâce à cette approche, donc en donnant en fait cette instruction-là, on a mesuré avant et après l'intervention du médium leurs croyances, et on s'est rendu compte, on leur a également demandé en fait après la démonstration comment est-ce qu'ils pouvaient justifier ce qu'ils venaient de voir en fait, selon 3 catégories: la catégorie psychique, la catégorie des ruses en fait propres aux magiciens, ou la catégorie plutôt religieuse. Et là, c'est assez intéressant parce que les gens qui ont reçu en fait l'instruction, donc toute cette partie de la salle là, puisqu'on leur a donné ces informations, eux pensaient plutôt que ce qu'ils avaient vu en fait était plutôt lié à une tromperie d'un magicien plutôt qu'à un phénomène psychique. Et les gens à gauche, donc qui étaient naïfs par rapport à cette situation, eux ont pensé l'inverse, qu'il y avait vraiment un phénomène psychique en jeu et que c'était moins lié, si vous voulez, à des ruses de magiciens. Donc tout ça en fait pour montrer que par une simple intervention comme celle de fournir des instructions comme celle-ci, on peut vraiment modifier les croyances des gens par rapport au même événement. Donc si là on vous avait fourni des informations correspondantes à la démonstration de Zach, peut-être que vous auriez été moins surpris ou moins étonné du résultat. Voilà, donc ensuite, maintenant on va vous faire un petit exercice assez ludique pour vous montrer que c'est un phénomène qu'on peut retrouver dans différents contextes. Donc pour ça, on aurait besoin de 4 ou 5 volontaires
qui apprécient bien le vin. Donc on vous laisse venir ici, en fait, juste devant nous. Qu'est-ce qui... Oui, madame? Peut-être encore une personne, si possible, quelqu'un? Voilà, très bien, merci. Voilà, donc en fait l'exercice il est très simple. On va vous faire goûter deux vins différents. Un vin qui est plutôt bas de gamme, comme vous pouvez le voir, c'est un vin de cuisine. Je vais montrer aux gens. Voilà. Et un vin un petit peu plus connu et quand même un petit peu plus respecté, j'imagine, des connaisseurs, un Saint-Saphorin. Donc maintenant, ça nous intéresse un petit peu de connaître votre avis, de savoir un peu qu'est-ce que vous pensez du goût du vin que vous allez goûter. Voilà, donc très simplement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas plein? On l'a déjà goûté. Ah bah vous avez une bonne baisse. Savoir si c'était buvable. On avait soif. Voilà, donc madame, je vous donne déjà celui-là. Alors, on fait quoi? 1 sur 2 du coup? Non, je pense que tout le monde peut goûter les deux. Non, Ok, ouais. je pense que c'est plus simple comme ça. Vous n'êtes pas obligé de tout voir. Hein. Vous pouvez aussi laisser. Alors du coup, ouais, là... Puis après, ça sera pour après. Du coup, là, les deux personnes ont eu celui-ci. Ouais, Les deux d'accord. personnes là. Attends, je crois que c'est là à côté. Ouais. Alors, on ne les... peut pas goûter l'autre alors. Si, vous allez allez goûter. faire après. Alors, pour le moment, les deux personnes ici ont goûté le Saint-Saphorin et les deux personnes de ce côté ont goûté le vin de cuisine, le vin de table. Oh, oui, c'est tout à fait du vin, oui. Ah, du litre comme ça, on en reprend. On peut... Si vous avec ça. Oui. vous pouvez goûter. On peut repasser après C'était de l'un à l'autre. Celui qui vient de là. Ouais, là, Non, c'est mais vos ça, verres là. juste- Ici, ouais, c'est ça. Vous êtes sûr que ça vient bien de là? Oui, ça, Oui, ça on le vient de- refait si vous voulez. On vous le reverse si vous voulez. Vous n'avez pas des véritables cacahuètes par hasard? Non, pour la mettre. Très bien. Donc, grossièrement, qu'est-ce que vous avez pensé Est-ce qu'on peut retester, revenir? Ah, vous pouvez revenir après. Hein. Ça roule aussi. C'est pas que je veux y finir les abuser, bouteilles, mais je vais peut-être. voir. Laisse tomber tout qui fait des petites cacahuètes, des bretzels et tout, de ça. Non, ça embête rien. Ça manque un peu. Analyser, Très bien, donc maintenant ça nous intéresse un peu de savoir votre avis par rapport au vin. Est-ce que vous l'avez vraiment trouvé aussi mauvais que prévu quel est votre avis? Je le préfère celui-là. Vous avez préféré ça? Moi, je trouve les deux, ils sont bons. J'arrive pas trop à distinguer la différence. Moi, j'ai aussi préféré J'arrive pas à distinguer la différence entre les deux vins. je suis également pour le vin en litre, enfin apparemment en litre. On a plus l'habitude. D'accord. Voilà. Très bien. Alors, bon, bah, c'est bien. En tout cas, 3 sur 4 ne se sont pas faits avoir. Peut-être que vous êtes des trop bons connaisseurs de vin. L'idée, c'était un petit peu de vous montrer que si on inverse le contenu des deux bouteilles, il est plus difficile de se rendre compte en fait de la différence, de se dire que ce vin est vraiment mauvais puisqu'en fait on a le bon vin dedans. Et puis ici, on se retrouve avec le vin de cuisine. Donc c'est vrai que c'est une expérience qui avait déjà été conduite en Suisse il y a quelques années, puis qui avait montré qu'on pouvait facilement tromper des gens qui étaient vraiment experts dans le domaine, peut-être avec des vins un petit peu moins différents. Mais là, en l'occurrence, voilà, c'était pour montrer aussi un peu qu'on peut facilement être influencé par le contexte, par les informations qui sont tout autour, donc vraiment que ce soit le visuel de la bouteille, que ce soit l'odeur, etc. Et ça va avoir un impact sur le goût, donc sur les croyances en fait que vous y associez. Si je peux me permettre Oui. d'intervenir, Bien. de réagir,
Le fait même que le litre ait été entamé, parce que vous l'avez goûté, Oui, voilà, ça c'était... vous êtes penché plutôt au fait que vous alliez plutôt boire un bon vin qu'un moins c'est bon. vrai. Voilà. Donc, Non, c'est non, biaisé, vous avez hein. raison. C'est Vous biaisé. avez raison. On s'est peut-être dit que ça donnait plus l'impression que c'était vraiment un vin de cuisine s'il était un peu ouvert comme ça aussi. Mais... Alors, on peut se dire aussi que s'il n'est pas plein, c'est parce qu'il y a assez d'essai. Voilà, ouais, non, ça c'est bien vu. Très bien vu. Donc, complétez le litre pour la prochaine expérience. On aurait pu, mais on aurait gâché un peu le vin. Oui, c'est vrai. Voilà, bah, merci en tout cas d'avoir participé à cette, Alors, cette démonstration. je peux prendre la bouteille? Ouais, bah, c'est après pour un verre en tout cas. Ça, c'est clair. Du produit, hein. Voilà, donc là je vous ai montré un petit peu comment ça pouvait se passer dans un phénomène assez courant de la vie de tous les jours, si on veut bien. Mais en fait, ça se rapporte à un effet dans le domaine médical qu'on appelle l'effet placebo. Donc si là je me mets un peu en situation, je suis un médecin dans mon cabinet et j'accueille ma patiente, voilà, Lise, qui vient chez moi et qui se plaint de façon récurrente de douleurs chroniques depuis au moins un mois. Et voilà, par hasard, je lui dis, on a un nouveau traitement que je peux vous proposer, il est vraiment extrêmement efficace. Vous pouvez avoir confiance en moi, en l'autorité médicale. Je vous conseille vraiment d'essayer de suivre ce traitement. Je pense que ça vous fera beaucoup de bien. Voilà, donc du coup, je peux donner le médicament à ma patiente. Voilà, donc cette patiente, en fait, elle prend son médicament, elle revient chez moi... Donc elle revient chez moi un mois après, avec le sourire jusqu'aux lèvres, et elle me dit justement, elle me dit que voilà, maintenant ses symptômes ont disparu, elle se sent beaucoup mieux grâce au traitement que je lui ai donné. Et en fait, c'est là qu'interviennent les croyances, parce que moi je lui ai évidemment pas donné de traitement médical, mais je lui ai donné ce qu'on appelle un placebo. Donc ça veut dire que c'est une substance qui... n'a pas vraiment d'effet en soi, mais qui ressemble énormément à un médicament. Donc qui aurait par exemple l'aspect du médicament, l'odeur, la couleur, etc. Qui serait mauvais comme un médicament. Moins mauvais, on l'espère. Et de plus, en fait, elle va aussi être influencée par le contexte lui-même, le fait que moi je porte une blouse blanche, que je sois l'autorité médicale, en fait, et qu'elle ait confiance en moi, si on veut bien. Donc voilà, c'était simplement pour démontrer en fait que ce principe de croyance peut se retrouver dans différents domaines et puis qu'on peut l'influencer dans le domaine médical en utilisant par exemple un placebo. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous distribuer un peu de médicaments. Alors, je pense que c'est pas seulement ludique visuellement, vous pouvez aussi encore bien manger quelque chose et finir avec nous les bouteilles. Et je pense, je conseille celle-ci évidemment. Mais à ce moment-là, voilà, je pense que c'est encore bien d'ouvrir un peu les discussions par rapport aux croyances, parce que pour nous, c'était justement voilà, les croyances aussi dans le thème de la conscience sous contrôle. Merci beaucoup. Si vous avez des questions à poser à nos deux orateurs et aux autres orateurs, oratrices également. Oui. Oui, alors bonjour, merci. C'était vraiment très ludique et sympathique. Moi, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce que vous pensez des corporations et qu'est-ce que vous pensez des états modifiés de conscience, en fait. Dans les expériences extracorporelles. Voilà, je sais qu'à Genève, quand tu viens avec les Genevois, il y a pas mal d'expériences qui se font par rapport à, par rapport à ce personnage un peu connu qui s'appelle Nicolas Fraisse. Et je sais pas, qu'est-ce que vous, en tant que psychologue, qu'est-ce que vous pensez de ces états de conscience modifiés qui sont ni de l'ordre de... qui ne sont pas forcément de l'ordre des croyances. Comment vous les interprétez? Ça tombe, comme aussi le mort imminent, ça tombe quand même aussi dans les expériences spirituelles. C'est intéressant que vous touchez ça parce que c'est juste, on a
J'ai travaillé là-dessus aussi au niveau aussi des corrélats du cerveau. Et c'est juste que là, si on est psychologue d'une façon comme nous pensons, on dirait plutôt que c'est lié à un changement de l'état de conscience vis-à-vis des altérations dans le fonctionnement dans le cerveau. Ça serait plutôt notre expérience ou explication, parce que aussi on a trouvé à l'époque des patients en ayant des expériences de décorporation pendant des crises épileptiques, par exemple, où on peut dire, voilà, quelque part, le fonctionnement du cerveau était dérangé, qui a quelque part déclenché des autres expériences subjectives en soi-même. Je pense, est-ce que ça répond un peu à la question? Oui et non, parce que dans le sens où effectivement, on sait qu'il y a plein de styles d'état de conscience modifiés, et que, mis à part des étapes, des substances chimiques qui interfèrent dans le cerveau, comment est-ce que vous expliquez? Parce qu'on peut aussi dire que c'est de l'ordre des croyances. Mais... Je pense, mais là on entre un peu ces études qu'on fait toujours corrélatives. Alors la probabilité d'avoir eu des expériences extracorporelles sont après de nouveau associées avec plus la probabilité d'être hypnotisé, par exemple, plus des croyances paranormales, plus d'expériences d'ouverture, alors plus d'ouverture aussi vers des expériences dans son environnement. Et il faut peut-être faire aussi la distinction entre la recherche qui essaye de prouver si les phénomènes existent et une autre recherche que nous, on fait plutôt ici, de comprendre de quelle façon c'est en lien avec le type de pensée et personnalité des gens. Alors on n'essaye pas d'étudier l'existence de ces phénomènes. Pour ça, pour nous, ce qu'on connaît, c'est qu'il y a des corrélats du cerveau qui pourraient quelque part expliquer ces phénomènes, mais il y a peut-être d'autres personnes qui disent qu'il y a encore d'autres expériences qui, pour moi, ne sont pas expliquées par ça. Alors, on n'entre pas à la discussion de l'existence de ces phénomènes. Peut-être pour ajouter ça. Ah oui, juste une petite précision historique. Moi, je répondrais un peu différemment. Je dirais que on sait qu'il y a, je appelle ça état de conscience modifié, c'est contesté par certains, mais bon, on va reprendre ça. Un état on va dire physiologique, neuronal, mais pas que neuronal, qui est aussi très pleinement sensoriel, émotif, etc., qui n'est ni la veille, la conscience courante, ni la mort physiologique, ni le sommeil onirique, qui est quelque chose d'autre. Ce sera une sorte de quatrième état. Sauf qu'il y a des débats pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est de la transe? Donc, en tout cas, il semble qu'on puisse l'identifier d'après certains tests, et selon les époques ça change, et que cet état-là serait le substrat d'un certain nombre de phénomènes. Après, ce que vous appelez décorporation, c'est un terme qui, à mon avis, n'est pas utilisé dans le langage scientifique, sauf en psychiatrie, dans la dépersonnalisation des sujets. Vous avez parlé Christine a parlé d'épilepsie. Donc le discours scientifique ne prend pas position vis-à-vis de ce que vous appelleriez décorporation. Par contre, elle s'intéresse à un état qui sera un quatrième état physiologique qui est labile et dont on a peu de moyens d'objectivation. Mais il y a des études qui sont faites justement en ce moment là-dessus ou pas? Il y en a plein, je crois. Vous parlez de Genève, au biotech, ouais. Voilà, par exemple. Ouais. Mais eux, ils sont justement parce qu'on a travaillé, ça fait des années ensemble, c'était beaucoup déclenché par des études de cas, des patients qui ont eu des expériences extracorporelles vis-à-vis des stimulations du cerveau. À ce moment-là, on a fait cette région du cerveau, on a mis en lien avec ces expériences. Mais c'est après dans les cas très spécifiques. Monsieur. J'ai trouvé intéressant ce que vous avez dit sur l'effet placebo, parce que paraît-il que l'effet placebo a un effet de 10 à 15%, voire même 15%, serait susceptible de réagir à l'effet placebo. Or, j'ai posé la question à l'industrie pharmaceutique, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas l'effet placebo pour les personnes qui ont un cancer en phase terminale et pour lesquelles il n'y a pas de traitement? Alors on a dit qu'il y a un problème éthique. On ne peut pas donner
un faux médicament à quelqu'un qui est mourant. Alors, la question que je pose aux psychologues, est-ce qu'il est possible de trouver un traceur ou un marqueur disant quelles sont les personnes qui sont susceptibles de réagir à l'effet placebo? Du coup, on pourrait donner à des malades, à coup sûr, un effet placebo en sachant qu'il réagit. Est-ce que c'est une piste de Tu veux répondre, Corentin? Oui, tu peux essayer de répondre. Mais actuellement, en fait, on a beaucoup de peine encore à établir un profil des gens qui peuvent vraiment réagir à l'effet placebo. On commence à avoir quelques pistes. Il y a quelques recherches qui ont été faites là-dessus, mais c'est encore très peu investigué. Il y a quand même à peu près 50% des gens, si c'est bien mis en place, qui devraient normalement répondre à différents niveaux, si on veut bien. Après, c'est clair que ça pose un problématique dans ce cas-là, parce que même s'il n'y a plus de traitement, on peut difficilement en fait vendre un traitement qui ne contient rien au même prix qu'un traitement standard, puisqu'on ne peut pas leur dire qu'on leur donne un placebo théoriquement, on est bien obligé de le déguiser. Et en fait, c'est toute cette partie du mensonge et de soutirer en fait de l'argent pour pas grand-chose derrière, c'est éthiquement difficile. Et c'est aussi éthiquement difficile de rien faire. Ça, c'est vrai que la question est complexe. Mais si je trouve votre question est pour moi vraiment avec le doigt dans une question qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est juste, il y a après les gens qui ont une certaine attitude positive à tout ce qui est acupuncture, si c'est hypnose, si c'est autre, et très probablement ça va renforcer la réactivité des gens par rapport à ces traitements. Très bien. Après, il y a des autres qui disent non, il faut suivre peut-être plus la tradition plus standard. Et là, récemment, ça m'a très surpris aussi que la Suisse, à côté de l'Inde, sont très très spécifiques parce qu'ils ont écrit dans leur constitution que les médecines alternatives sont aussi considérées d'être prises en compte. Alors, c'est intéressant que peut-être c'est l'Inde, avec méditation et autre chose qui est beaucoup plus ancrée dans leur culture qu'en Suisse, mais parce qu'on est en Suisse et on peut avoir des votations et élections sur des choses qu'on ne peut pas avoir dans les autres pays. Alors voilà, les Suisses ont voté aussi de prendre les méthodes alternatives en considération. Et le CHUV a commencé d'ouvrir un centre là-dessus où ils font aussi massage et autres qui proposent à côté du traitement classique. Et pour moi, là, pour revenir sur cette question, de mieux comprendre qui est susceptible à n'importe quel, ça peut être des médicaments, voilà, on donne une pilule ou on fait un autre traitement, de mieux comprendre un peu qu'on parle beaucoup récemment sur cette médecine personnalisée, et je pense que ça entre là-dedans, et je pense que les prochaines années vont amener plus de recherche dans cette direction. Vous utilisez le terme de croyance comme, d'après ce que j'ai compris, comme étant quelque chose qui peut être manipulable. Donc la croyance est issue d'une opinion d'une tierce personne ou de... Que faites-vous des croyances qui sont issues d'une expérience personnelle totalement objective? Je prends un exemple très prosaïque. J'ai la croyance que ma perceuse électrique me permet de percer un trou. Personne ne va mettre ça en doute, c'est absolument impossible. Est-ce que cette croyance, telle que je la décris, vous l'utilisez de la même manière que le terme de croyance que vous avez utilisé dans cette présentation? Comme vous voyez avec Larousse, hein, mais bon, Larousse quand même, la définition est très, très large, où on peut mettre beaucoup de choses dedans, et avec les effets électromagnétiques ou autres, je dirais personnellement, bon, autrement dit, quand votre expérience est tellement spécifique que peut-être aucune autre personne a une expérience un peu semblable, ça devient un peu une question qu'on appelle peut-être de cas. Alors si par exemple vous avez un intérêt de dire mais j'ai ces croyances et ces expériences, ça m'intéresse de plus, c'est clair que c'est toujours intéressant ce que vous êtes en train de vivre. Après, ce n'est pas à nous de mettre votre croyance ou votre expérience subjective en question. On ne le fait pas avec les gens qui croient aux fantômes.
je vais non plus me mettre en discussion avec les gens qui croient à une certaine parti politique non plus. Si je parle de la croyance, c'est vraiment cette conviction à son propre croyance ou conviction qui est très personnelle finalement. Mais on trouve quand même, par exemple, on pourrait dire, j'ai eu l'expérience d'être, j'étais visitée par des aliens par exemple. Alors, on peut rigoler de ça, on ne peut pas rigoler de ça. Ce n'est pas notre fonction de rigoler de ça. C'est de dire, à mon avis, quand il y a plusieurs personnes qui viennent avec la même expérience, ils ont à eux cette expérience. Et si à ce moment-là, c'est intéressant peut-être à quoi c'est lié ou qu'est-ce qu'elle a à la cause, on peut le regarder. Mais quand vous venez comme ça, et pour vous c'est la réalité, ce n'est pas mon but et non plus ma tâche d'entrer en discussion par rapport de la vérité de cette expérience. Ça répond un peu à la question? Plus ou moins, parce que ça signifierait que si une croyance est partagée par une majorité, elle est considérée comme certitude. Et quelqu'un a parlé des expériences hors du corps. Tant qu'on n'a pas, à travers une expérience hors du corps, acquis une information indéniable, comme je me souviens de certaines descriptions d'expériences, où la personne qui l'a eue a pu avoir accès à une information qui était techniquement et physiquement impossible à obtenir, la qualité de ces expériences amène autre chose qu'une croyance qui pourrait être modifiée. Ça devient une certitude, une expérience personnelle, une prise de conscience. Alors là... Comment est-ce que vous placez ceci dans votre étude? Pour faire une différence sémantique. En fait, vous avez entièrement raison. Je pense qu'il y a une question terminologique extrêmement importante. Et dans la tradition de la pensée philosophique occidentale, je pense à un philosophe assez connu, David Hume, effectivement, la croyance est un moteur de l'action quotidienne. C'est pour ça que je repense à votre exemple de perceuse. Donc lui, il dit, pour faire comprendre les choses, que le fait que le soleil demain se lève est une croyance. Mais la régularité m'amène à croire que ça va bien arriver. Et donc, en d'autres termes, dans la langue anglaise, on utilise aussi beliefs, qui est une règle d'action. Et donc, dans la croyance quotidienne, dans l'action de tous les jours, nous ne faisons que croire. Or, là, la croyance dont on parle, c'est quelque chose d'un peu différent, qui serait plutôt du mode de la faith, de la foi. Et donc, effectivement, il y aurait une différence sémantique à raffiner sur ces points-là, puisqu'il y a une idée de saut dans l'inconnu dans la foi qu'il y a moins dans la croyance comme règle d'action de la vie quotidienne, même si ce saut existe. C'est le philosophe, c'est le ex-philosophe, c'est le ex-philosophe en action. Une question un peu plus ludique, je me demandais à Zach combien de temps il a mis pour apprendre ces techniques. Enfin, pour les MNF, j'ai pris 8 kilos. Après, c'est un mélange de techniques. J'ai été formé à de l'hypnose ericksonienne, à de la PNL, à de la synergologie, lecture du langage corporel. C'est une activité que je fais de façon semi-professionnelle à professionnelle depuis une dizaine d'années. Il y a quand même des cas où il y a des échecs. Oui, bien sûr. Quelle proportion Je pense entre 80 et 90% de réussite. Avez-vous influencé à un moment donné le positionnement ou le... Peut-être. Alors, quel est le truc? Ok, vous savez garder un secret? Vous le sortez, s'il vous plaît. Moi, je sais le garder, en tout cas. Vous l'aurez pas. Oui, je ne sais pas si je vais poser la question, du coup, mais parce que du coup, en fait, j'ai fait partie de... Enfin, on a fait l'expérience, en fait, on est construit la croyance, et du coup, je me posais la question si c'était le même procédé derrière, en fait. Enfin, si... Il y a procédé. La même finalité, enfin, disons que dans l'expérience qu'on a vue
Enfin, dans la vidéo qu'on a fait pendant l'expérience, il y a pas en fait. Je vais pas le dire si j'ose le dire là. Est-ce que la personne qui est venue pour faire l'expérience des M&M, c'était aussi un complice? Non. Non. Absolument pas. Ok. Non, hein. Non, non. Non. Vraiment, non. Prince, vous nous croyez, vous ne croyez pas. Ça fait partie aussi des choses. Vous remplirez un questionnaire après. Encore une question. J'ai une question pour Madame Mort et les magiciens qui s'intéressent à la psycho, etc. Qu'est-ce que vous faites des expériences aux États-Unis depuis un certain temps où ils essayent de faire de la télépathie et où finalement on se rend compte que les chercheurs qui s'attendent à trouver des résultats positifs, qui sont dans de trouver des résultats positifs, et les chercheurs qui sont un peu plus sceptiques se retrouvent avec non, c'est à peu près la même chose. Alors la question c'est si est-ce que la personne, le chercheur derrière va avoir une influence sur les résultats, c'est ça? Alors je pense, je ne sais pas si vous avez passé les études sur la précognition. Il y a eu des expériences sur la précognition et c'est un peu, voilà, étudiant de master ou déjà fini. Ouais. C'est la critique aussi avec la recherche qui doit se poser la question aussi avec les gens qui font la recherche. Est-ce qu'on cherche les données qui soutiennent ses propres attentes ou est-ce que, comme chercheur, on est vraiment neutre, c'est ce qu'on est censé d'être? Qu'est-ce qu'on fait avec les données, voilà, qui vont peut-être pas dans la bonne direction et spécifiquement avec les phénomènes qui sont un peu disputés et peut-être pas tout neutre pour tout le monde. Est-ce que la précognition existe? Est-ce que la télépathie existe? De quelle façon on amène ces études pour prouver, disons, son propre point? Je pense, là, il y a une étude que je trouvais intéressante et c'était justement aussi la question du effet de placebo sur la guérison à distance pour le warts, les verrures. Et où ils ont remarqué qu'en fait, les gens à distance n'ont pas eu la possibilité de vraiment savoir si quelqu'un a donné un acte de guérison ou pas, mais les gens qui ont croyé plus fortement que ça va aider ont eu aussi un impact positif. Alors, qui après montre un peu ces questions aussi de peut-être placebo. Mais je trouve, revenir quand même sur cette question, je pense qu'on ne peut pas dire comme chercheur d'être complètement sans erreur, et je suis sûre qu'en fonction aussi des chercheurs qui favorisent ou qui publient peut-être plutôt certaines données que des autres. Mais ça, c'est toute une autre discussion.